Bonjour et bienvenue dans ce point d'actualité où le conflit entre Israël et l'Iran s'intensifie avec des frappes croisées qui inquiètent la communauté internationale tandis que les marchés pétroliers sensibles à cette montée des tensions oscillent entre envolées et replis. Dans ce contexte géopolitique tendu, la Banque du Japon maintient une politique monétaire prudente face aux incertitudes commerciales pendant que les États-Unis accélèrent leurs négociations bilatérales pour redéfinir leurs relations commerciales avec le Royaume-Uni et le Canada. À l'international, donc, le conflit entre Israël et l'Iran franchit un nouveau palier avec des frappes croisées qui ravivent la crainte d'un embrasement régional. Le conflit ouvert entre Israël et l'Iran a donc franchi une nouvelle étape avec une série d'échanges militaires inédits qui inquiètent profondément les chancelleries du monde entier. Israël a intensifié ses frappes contre des cibles stratégiques iraniennes, notamment des sites nucléaires, des centres de communication et des avions militaires. L'attaque d'un bâtiment de la télévision publique iranienne à Téhéran ayant causé la mort de 2 employés a été dénoncée par Téhéran comme un acte de lâcheté visant à réduire la capacité d'influence médiatique de l'Iran. En réponse, Téhéran a lancé une 9e vague de missiles et de drones contre Israël, tout en affirmant sa volonté de poursuivre jusqu'à l'aube les représailles. Le conflit, bien qu'encore contenu à une confrontation bilatérale, fait planer le risque d'un embrasement régional. Les frappes ont causé des pertes humaines importantes, plus de 220 morts côté iranien, une vingtaine en Israël, ainsi que des dégâts significatifs sur les infrastructures énergétiques et civiles. Face à cette escalade, le sommet du G7 à Kananaskis, au Canada, a été dominé par cette crise. Une déclaration conjointe a été difficilement arrachée, appelant à une désescalade, au respect du droit international et à un cessez-le-feu à Gaza. Le président américain Donald Trump, d'abord opposé au texte, l'a finalement signé après modification. Il a quitté par ailleurs précipitamment le sommet pour poursuivre la situation depuis Washington et a donné l'ordre à son équipe de nouer un contact rapide avec les Iraniens, soulignant qu'un accord restait possible. L'Iran, de son côté, accuse Israël de saboter les négociations nucléaires en cours, rendues déjà fragiles par des mois de tension. Téhéran sollicite par ailleurs une réaction du Conseil de sécurité de l'ONU face aux frappes ciblant ses installations nucléaires, affirmant que ces actions violent le droit international. Aux États-Unis, le débat politique s'enflamme. Certains parlementaires, comme Thomas Macy ou Tim Kaine, veulent empêcher toute implication militaire directe sans vote du Congrès. Israël, soutenu mais non suivi militairement par les États-Unis, insiste sur son droit à se défendre et affirme avoir sérieusement affaibli les capacités nucléaires iraniennes. Donc entre diplomatie d'urgence et menaces militaires, l'équilibre au Moyen-Orient reste précaire avec pour enjeu central empêcher que cette confrontation ne se transforme en guerre régionale. Les cours du pétrole se sont envolés puis effondrés ce lundi, illustrant la nervosité des marchés face à l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Le Brent a bondi jusqu'à 5,5% dans la matinée pour dépasser les 78 dollars le baril avant d'effacer ses gains et clôturer en baisse de 3,15% à 73,23 $. Le WTI, son homologue américain, a suivi le même schéma. Il a clôturé en baisse de 1,27% à 71,80 $. Notons que sur les 5 dernières séances, le baril de Brent reste en hausse d'environ 11% et le WTI, lui, de 12%. Mais malgré les frappes mutuelles, Israël visant des installations gazières et des dépôts à Téhéran et l'Iran répliquant contre la plus grande raffinerie d'Israël, les marchés ont rapidement intégré que les exportations pétrolières restaient intactes. Aucune attaque n'a visé l'île de Karg, d'où partent 90% des exportations iraniennes, soit environ 1,7 million de barils par jour sur une production totale de 3,2 millions de barils par jour. Les données de Kepler et du Financial Times confirment par ailleurs que le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, par où transitent chaque jour 21 millions de barils, soit un tiers du brut maritime mondial, ne montre aucun signe de ralentissement significatif. Selon le Bureau britannique du commerce maritime, le nombre de grands navires est seulement en légère baisse, mais aucun indice ne laisse entrevoir un blocus. Le marché est rassuré, les frappes restent ciblées sans atteinte aux terminaux stratégiques, résument les experts du secteur. Le scénario d'un blocage du détroit, souvent évoqué, mais historiquement jamais concrétisé, est jugé très improbable par les analystes de JP Morgan. Cependant, la prudence
reste de mise. L'OPEP a revu à la baisse ses prévisions de croissance de l'offre hors OPEP+, tandis que la Chine affiche une demande en berne avec une baisse de la production des raffineries. Dans ce contexte, les experts maintiennent une prévision de 72,50 $ le baril à 3 mois, intégrant une prime de risque temporaire. Cela dit, si Téhéran venait à cibler les infrastructures saoudiennes ou irakiennes, comme en 2019, lorsque les attaques de drones sur Abqaiq ont fait bondir le baril de 20%, le choc serait alors tout autre. Pour l'instant, les marchés naviguent à vue entre résilience logistique et menaces stratégiques latentes. Sur le plan monétaire, la Banque du Japon maintient sa politique monétaire prudente, adaptant son calendrier face aux incertitudes liées aux tensions commerciales mondiales. La Banque du Japon a donc confirmé ce mardi matin son choix de maintenir son taux directeur à 0,5% dans un contexte marqué par une incertitude commerciale persistante liée aux tensions tarifaires américaines. Le gouverneur Kazuo Ueda a indiqué que la banque resterait attentive à l'évolution économique pour envisager de futures hausses, mais que le calendrier restait dépendant des conditions macroéconomiques, notamment de l'impact des droits de douane sur les exportateurs japonais et la croissance des salaires. Parallèlement, la BOJ, la Bank of Japan, a annoncé un ajustement progressif de son programme d'achat d'obligations souveraines. Jusqu'en mars 2026, elle poursuivra la réduction trimestrielle de ses achats d'obligations souveraines, et ce à hauteur de 400 milliards de yens, avant de ralentir cette contraction à 200 milliards par trimestre à partir d'avril 2026. Ce rythme devrait amener les achats mensuels à environ 2000 milliards de yens au premier trimestre 2027, contre 6000 milliards de yens avant cette phase de réduction. Cette politique s'inscrit donc dans la volonté de la banque nippone, la banque centrale nippone, de mettre fin à des années d'assouplissement monétaire ultra accommodant en laissant davantage le marché guider les rendements obligataires. Le rendement des obligations souveraines nippones à 10 ans a d'ailleurs immédiatement réagi en passant de 1,45 à 1,48% après cette annonce. Cette dynamique traduit une remontée progressive des taux longs alimentés par la réduction des achats de la Banque centrale et une moindre demande traditionnelle des investisseurs institutionnels japonais. Sur le plan politique, le Japon poursuit ses négociations commerciales avec les États-Unis pour éviter l'imposition de nouveaux droits de douane, un facteur clé pouvant retarder la normalisation monétaire. Si les salaires réels retrouvent une dynamique haussière, la BOJ pourrait envisager une hausse des taux d'intérêt dès le second semestre 2025. En revanche, un renforcement marqué du yen ou un contexte commercial dégradé pourrait inciter à plus de prudence. Pour les investisseurs, cette phase d'ajustement représente un tournant délicat. La persistance des incertitudes géopolitiques maintient une politique monétaire prudente, tandis que la réduction des achats d'actifs engendre une volatilité accrue sur les taux japonais. Cela pourrait donc avoir des répercussions importantes sur les portefeuilles obligataires mondiaux, les marchés d'échange et les actifs sensibles aux taux d'intérêt. Enfin, au chapitre commercial, les États-Unis poursuivent leur stratégie commerciale bilatérale offensive sous l'impulsion de Donald Trump, avec des répercussions économiques majeures pour leurs partenaires. Un accord vient en effet d'être officiellement signé avec le Royaume-Uni. Washington s'engage à réduire les droits de douane sur l'acier et les automobiles britanniques, tandis que Londres accepte d'acheter des avions Boeing et d'ouvrir davantage son marché agricole aux produits américains. Cet accord vise à stimuler l'emploi industriel des deux côtés de l'Atlantique tout en renforçant la balance commerciale américaine grâce aux exportations aéronautiques et agricoles. Dans le même temps, les discussions entre Washington et Ottawa progressent en vue d'un accord similaire. Lors du sommet du G7, Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney ont convenu de finaliser un texte sous 30 jours ciblant la suppression des droits de douane sur l'acier, l'aluminium et les pièces automobiles canadiennes. Si un consensus semble proche, des divergences subsistent sur les modalités de levée des taxes, révélant les tensions structurelles dans la redéfinition des chaînes de valeur nord-américaines. Ces négociations bilatérales traduisent donc un tournant dans la politique commerciale américaine, sortir des grands cadres multilatéraux pour privilégier des accords ciblés permettant un rapport de force plus favorable. Pour les partenaires, l'enjeu est d'accéder au marché américain tout en protégeant leurs secteurs sensibles. Pour les États-Unis, il s'agit de réindustrialiser et rééquilibrer leur commerce extérieur au prix d'une pression politique constante
sur leurs alliés. Regardons désormais ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et peu de choses à se mettre sous la dent, tout au plus le niveau des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de mai. Regardons maintenant ce à quoi les investisseurs seront. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète et en Europe. Les principales places financières ont terminé en hausse hier, portées par la baisse des prix du pétrole, malgré les tensions entre Israël et l'Iran. Le CAC 40 a gagné 0,75%, tout comme le DAX. Le FTSE a lui progressé de seulement 0,28%. Cependant, après l'escalade militaire au Moyen-Orient, les marchés restent prudents face au risque d'un conflit plus large. Je vous rappelle que l'Iran a demandé à plusieurs pays du Golfe d'intervenir auprès de Donald Trump pour un cessez-le-feu, ce qui a contribué à la détente des prix du pétrole. Ces tensions influenceront donc les prochaines décisions, devraient influencer les prochaines décisions des banques centrales. À Wall Street, les marchés actions américains ont fortement progressé, portés par des signes d'apaisement géopolitique entre l'Iran et Israël. Le S&P 500 a gagné 0,9%, le Nasdaq, lui, a pris 1,5%, quand le Dow Jones s'accordait une hausse de 0,8%. Une hausse qui reflète un soulagement des investisseurs face à la volonté déclarée par l'Iran de mettre fin rapidement aux hostilités avec Israël, atténuant ainsi les risques liés aux tensions au Moyen-Orient. En Asie ce matin, les principaux marchés financiers ont clôturé en ordre dispersé, marqués par des échanges agités, les investisseurs évaluant le conflit israélo-iranien après que le président américain Donald Trump a exhorté tout le monde, je le cite, à évacuer immédiatement Téhéran. Le Nikkei 225 a gagné 0,59%. Tandis que le Topix, l'indice plus large nippon, a lui pris 0,34% après que la Bank of Japan ait maintenu son statu quo. En Corée du Sud, l'indice Kospi est resté stable, tandis que le Kosdaq, l'indice dédié aux petites capitalisations sud-coréennes, a chuté de 0,53%. L'indice CSI 300 de la Chine continentale a lui reculé de 0,15%, alors que l'indice Hang Seng de Hong Kong a lui perdu 0,13%. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 juin et juste après, nous retrouvons comme convenu James Day Twati et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.